Chers amis internautes de Fodon TV Monde Bénin, bonjour. Bienvenue à ce focus consacré à la célèbre guerre entre la France et le Dahomey. Cette guerre vieille de plus de 2 siècles qui a fait beaucoup de ravages en termes de vies humaines. Pour discuter de ce sujet, nous recevons pour vous un spécialiste. Présentez-vous, monsieur. Je suis Bernard Copé-Dossa, président du groupe universitaire de recherche en histoire et culture du Bénin, chercheur historien, spécialiste des questions de la patrimonialisation de l'histoire et de la mémoire de l'esclavage, dans un processus surtout du local au global. D'emblée, chers invités, j'ai envie de vous poser cette question. Je voudrais savoir comment se porte l'histoire au Bénin. Le monde de l'histoire se porte à merveille, mais il faut le dire de façon médiocre, parce que jusque-là, des historiens en ce moment se campent ou se fondent sur les mémoires écrites par des Européens pour raconter l'histoire dite nationale aujourd'hui. Alors que c'est vraiment grave. Il est question d'interroger aujourd'hui les traditions victimes pour en savoir ce qu'a été réellement notre passé. Alors, ce faisant, vous pensez qu'on aura la version authentique des faits? Dans un processus du local au global, je crois que nous avons la facilité de réécrire aisément et de façon économique d'ailleurs l'histoire des peuples noirs, notamment ou particulièrement celle du Bénin. D'accord, on vous aura compris. Cette émission sera co-conduite par un collègue journaliste présentateur sur cette chaîne de télévision. Je le laisse se présenter. Merci beaucoup Wilfried Logbo. Je suis journaliste présentateur à la télévision Vodou TV Monde. Chers invités, dites-nous quelle est la part d'intérêt des différentes parties concernées par cette guerre, cette célèbre guerre entre la France et le royaume de Dahomey, actuel Bénin. Lorsqu'on parle de la part des intérêts, d'abord, il faut dire que nous avons 3 sortes d'intérêts. Il y a l'intérêt des Français, d'une part, l'intérêt des citoyens de Dahomey et l'intérêt des Portugais et Britanniques d'autre part. Donc il y a 3 sortes d'intérêts. Alors, la part des intérêts pour la France, il faut d'abord noter que la France fait partie des dernières colonies ou des derniers pays qui ont connu les côtes du Dahomey pendant les esclavages. Parce que, c'est-à-dire, les Portugais, les Britanniques sont là, les Anglais sont là avant les Français. La compagnie de Souza a été la dernière compagnie négrière qui a connu le territoire du Dahomey. Donc, à son arrivée, il a été obligé, pour mener à bien son commerce, il a été obligé d'acheter certaines colonies, certaines villes-comptoirs chez des Anglais, des Portugais et des Britanniques. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vous comprends Alors, bien. par exemple, on va trouver des papiers où on dit cessation de la ville de Cotonou par tel roi, par Guézo, par Glélé, ainsi de suite. C'est faux. Glélé n'a jamais vendu une ville à quiconque. C'est un faux papier. D'accord. Même scénario quart de Porte-Novo, parce que la dernière ville comptoir achetée par les Français, c'est l'ancienne ville comptoir de Porte-Novo, qui est carrément une ville comptoir fondée par des Portugais, les De Campos, les Da Silva et consorts. D'accord? Des Portugais. Maintenant, allons vers l'intérêt des Français dans ce lot, puisque nous sommes déjà dans les années 1900. Tous les pays occidentaux et les Européens, ils pensaient carrément à la colonisation de l'Afrique. C'est-à-dire, quand on dit la colonisation, on veut simplement dire un système de domiciliation des esclaves à domicile, c'est-à-dire chez eux. C'est-à-dire, on ne va plus les déporter et on parlait déjà des abolitions en 1848. C'est clair. Donc, c'est dit maintenant, il est fondamental, on ne doit plus déporter des Noirs, mais il faut les domicilier chez eux et faire d'eux comme des esclaves qui vont travailler la terre chez eux et propulser l'économie des Européens. Mais en ce temps-là, c'est-à-dire, malgré que c'est depuis 1848, plus il faut dire, 50 ans plus tard, malgré ça, 50 ans plus tard, les Portugais, les Britanniques, les Anglais, eux autres, les Allemands, ils continuent, ils poursuivent
avec la déportation. Ils n'ont pas cessé. Donc, ils n'ont pas suivi Ils n'ont pas la loi suivi de la l'abolition. loi qui est votée, les conseils, l'implication du Vatican. Ils n'ont rien respecté. Alors du coup, ils travaillaient en connivence, c'est-à-dire ils travaillaient avec la complicité de certaines villes comptoirs telles que Oyo, Abomey, et même quand on va vers le Togo, il y a Tado, mais quand on va parler de Tado, je préfère parler d'Alada, parce que Alada, la ville comptoir d'Alada occupait les zones de Tado, Toki, aujourd'hui Togo et consort. Donc Abomey occupait le plateau d'Abomey et Porto-Novo occupait le sud d'Abomey. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vous comprends. Donc c'est comme ça, c'est reparti. Alors les Portugais, leur intérêt, c'est que eux d'autres, ils ne veulent pas, les Portugais, les Allemands, les Britanniques, ils ne veulent pas cesser avec la déportation. Donc, ils outillaient Béhanzin de manière que Béhanzin étale la domination et contestait en quelque sorte l'existence de l'État français au Bénin. C'est-à-dire, il vaut mieux, c'est-à-dire les Portugais disaient, si les Français, en achetant certaines de nos colonies, vont nous combattre et imposer la colonisation, il vaut mieux leur arracher tout et qu'ils perdent tout. Mais dans ce cas, les Portugais n'ont pas su déplacer des captifs pour venir faire la guerre au Dahomey, mais ils se sont basés sur l'armée de Béhanzin pour pouvoir livrer la guerre aux Français. Alors, pourquoi Béhanzin, puisque tout à l'heure dans vos développements, vous avez parlé de Béhanzin à chaque fois, pourquoi Béhanzin est ce roi-là qui est prisé tout au long de cette golfe de Guinée? Pourquoi Béhanzin est-il prisé pour aller contre cette attaque du régiment français? D'abord, il faut comprendre que quand on dit une ancienne ville comptoir, c'est carrément un camp militaire. Il faut qu'on soit direct. C'est un camp militaire, mais au sein duquel des Blancs travaillent comme des maîtres, c'est-à-dire des formateurs, ceux-là qui écrivent des lois et dirigent tout. Et les soldats, ce sont les anciens captifs, ceux-là qui sont à la solde des maîtres. Ça veut dire quand on parle de Rugbe Adja, c'est-à-dire lorsqu'on parle de Rugbe Adja, on parle de Akaba, on parle de Glélé, on parle de Gezo, tous ceux-là ont été des chefs compagnie ou des chefs cantons. C'est-à-dire, ils reçoivent des ordres et ils exécutent ces ordres. Et il faut savoir que de Rugbe Adja jusqu'à Béhanzin, toutes les armes à feu qui venaient dans la ville comptoir d'Abomey, aujourd'hui royaume, étaient fournies par des Britanniques, des Portugais. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous comprenons bien. Alors, du coup, il n'y a pas question que Béhanzin refuse de livrer la guerre aux Français au profit des Portugais ou des Allemands ou encore des Britanniques. Je ne sais pas si vous comprenez. À comprendre votre développement, on a comme l'impression que Béhanzin a reçu le soutien militaire de la part des Anglais et des Portugais. Du tout pas. Béhanzin est à la solde des Portugais, des Allemands et des Britanniques parce que Béhanzin, pour les Portugais, Béhanzin est un matériel, est un outil qu'il faut exploiter. Et surtout, à ce moment, c'était seul le royaume d'Abomey, et pas le royaume, c'était seul, je veux dire, la colonie de Abomey qui n'était pas sous l'emprise des Français à cette époque. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, les Portugais ont déjà vendu, par exemple, Porto-Novo, ils ont vendu Cotonou, ils ont même vendu Ouida, parce qu'ils sont en train de... Ils sont les premiers arrivés, donc ils ont vraiment pompé la région. Ils sont en train de partir, parce qu'ils ont pris par le Nigeria. Après le Ghana, ils ont pris par le Nigeria avant de venir au Bénin. Vous comprenez? Donc, du coup, il y a la forte raison. La raison est plus forte, pardon, je veux dire, la raison est plus forte que les Portugais s'appuient sur Béhanzin pour livrer cette guerre. Et d'ailleurs, le royaume, l'ancienne ville comptoir, je veux dire, d'Abomey, était vraiment organisée et il y avait tous les armes nécessaires à ce niveau. Donc, c'était carrément le camp portugais. Voilà. Alors, parlez-nous de cette capacité militaire de Béhanzin, puisqu'il était soutenu par les forces britanniques et j'allais dire portugaises. Si Béhanzin reçoit de ces appuis, quelle est alors sa capacité? Quelle était sa capacité militaire en ce temps? Parlant de la capacité militaire de Béhanzin, je viens d'énumérer tout à l'heure que les Britanniques étaient les premiers explorateurs
des côtes du golfe de Guinée, notamment à hauteur du Dahomey. Ce qui veut dire, Oyo a chuté. Il y avait les armes exploitées pour détruire les royaumes Yoruba au Nigeria qui étaient ramenés tous au Dahomey. Et certains Dahoméens déportés qui n'étaient pas, c'est-à-dire certains, il faut dire Dahoméens, certains Noirs déportés des royaumes dévastés par des Portugais étaient tous exploités au sein du royaume d'Abomey. Ça veut dire, quand on parle des équipements militaires, moi je fais d'abord le rapport des ressources humaines. Et il faut même doiter des personnes. Vous avez aujourd'hui la famille Kenom, vous avez les Roumandegbe, vous avez même la famille Soglo. Même, je dis bien, même la famille Soglo. Tous ceux-là qui se retrouvent aujourd'hui dans le royaume du Dahomey, Agbomey, Dahomey, ont été déportés de la vallée de l'Ouémé, mais n'ont pas été exploités. N'ont pas été déportés, on les a exploités sur place. C'est comme des Nango, des Yoruba qui se retrouvent au sein du royaume, d'accord? Quand vous prenez les Malekhossou, les Langafin et consorts, mais ils n'ont pas leur origine à Agbomey. Ils ne sont pas originaires d'Agbomey. Leur ancêtre a été déporté de quelque part et exploité sur place par des Portugais. Du coup, ceux-là occupaient des responsabilités énormes au sein de cette ancienne ville comptoir qui va devenir plus tard royaume. Donc, du coup, il y avait le personnel. Maintenant, parlant des matériels, ces matériels qui ont été convoités du Ghana, parce que le Ghana a été dévasté, hein, et plus tard après le Ghana, la Côte de l'Or, le Nigeria, moi je ne vais pas dire le Nigeria, je vais parler d'Ilorin, comme parlant aussi du Ghana, je vais parler du royaume des Ashanti, parce que les Patrice Talon, il y en a certains qui sont partis d'ailleurs du Côte de l'Or. On les a arrachés, hein, de la Côte de l'Or pour ici. Donc, on a tous ceux-là qui se retrouvent au sein de cette ancienne ville comptoir. Donc, les âmes exploitées des parts et d'autres sont réunies pour alimenter Béhanzin, faisant face aux Français. Donc, l'armement militaire est arrivé. L'autre volet, il y a des documents qui montrent, par exemple, quand vous allez sur des documents qui nous parlent du blocus des âmes, hein, les blocus des âmes contre Dahomey, les Français, à un moment donné de cette guerre, ont été obligés de bloquer l'arrivée, hein, l'accostage des armes sur les côtes du Dahomey. Pour contenir toujours cette capacité militaire. Justement, pour empêcher Béhanzin d'avoir des munitions, non seulement pour empêcher des Allemands d'avoir des munitions et alimenter Béhanzin face à eux, pendant les combats face aux Français. Nous avons compris à travers votre développement que la troupe conduite par le roi Béhanzin ne bénéficiait pas uniquement du soutien de la part des Portugais. Est-ce qu'en dehors des Portugais, Béhanzin bénéficiait-il d'autres soutiens de la part d'autres puissances en dehors des Portugais? Justement, derrière Béhanzin, il faut retrouver trois puissances, les Portugais, les Allemands et les Britanniques. D'accord. Voilà les trois compagnies ou les trois pays esclavagistes qui étaient derrière Béhanzin. Parce que ceux-là, je rappelle, Jardy, étaient des compagnies qui avançaient en lot et ils étaient les premiers à explorer les côtes dites côtes des esclaves. Il est très succinct. Nous avons également appris qu'au cours de cette guerre, il y a eu beaucoup de pertes en vies humaines. Nous n'allons pas revenir sur les statistiques au cours de cet entretien, mais nous avons également appris la mort d'un célèbre commandant, puisque nous parlions tout à l'heure de la troupe française. Cette troupe est forcément conduite par un chef de guerre. Alors nous avons appris la mort d'un célèbre commandant nommé Marius Paul Foras. Qui est ce commandant et qu'est-ce qu'il représentait pour cette troupe française? Qu'est-ce qui l'a amené à conduire cette troupe française face à la troupe du royaume de Dahomey conduite par Béhanzin? Il faut d'abord dire que les Français, s'il faut parler du personnel, c'est-à-dire la ressource humaine qui était restée à la disposition de l'armée française, ils n'étaient pas tous des Français.